À 94 ans, Robert Duvall prononce enfin des noms, et Stanley Kubrick est en tête de liste. Dans un moment rare et sans tabou, Robert Duvall, lauréat d'un Oscar, a brisé des décennies de silence. Et les fans sont encore sous le choc. L'icône hollywoodienne connue pour son dévouement farouche à son métier a révélé les 4 acteurs avec lesquels il ne supportait pas de travailler, ainsi qu'un réalisateur qui, selon lui, était l'ennemi de l'acteur. Ce réalisateur, c'est Stanley Kubrick. Malgré le statut légendaire de Kubrick, Duvall ne s'est pas retenu. L'ego, la paresse et le manque de respect pour le métier, a-t-il grogné sans ménagement. Connu pour sa franchise, Duvall a accusé Kubrick de traiter les acteurs comme des outils, plutôt que comme des collaborateurs, une affirmation que peu de gens ont osé exprimer aussi publiquement. Sa franchise a stupéfié même ses fans de longue date. Après une vie passée dans l'industrie, Robert Duvall n'a plus rien à prouver ni à cacher. La principale critique de Duvall portait sur l'exigence notoire de Kubrick en matière de répétition extrême sur le plateau de tournage. Kubrick était tristement célèbre pour avoir soumis ses acteurs à des dizaines, voire des centaines de prises pour une seule scène, à la recherche de ce qu'il considérait comme la performance parfaite. Pour certains, cette méthode permettait d'obtenir des interprétations émotionnellement brutes et inoubliables. Mais pour Duvall, c'est le signe d'une incompréhension fondamentale du processus de l'acteur. Comment fait-il la différence entre la première prise et la 70e prise, demande Duvall de manière rhétorique. Pour lui, le perfectionnisme de Kubrick ne se traduit pas par une grandeur artistique. Il y voyait plutôt un contrôle obsessionnel, un moyen d'épuiser et de fatiguer psychologiquement les acteurs jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que les réceptacles de la vision de Kubrick, dépourvus de tout sens artistique personnel ou de toute spontanéité. Plutôt que de collaborer avec ses interprètes, Duvall pensait que Kubrick les manipulait et les dominait, les dépouillant de l'humanité, même que les acteurs s'efforcent d'apporter à leur rôle. Duvall n'a pas hésité à citer des exemples précis. Il a cité The Shining et A Clockwork Orange, 2 des œuvres les plus acclamées de Kubrick, comme preuve de l'incapacité du réalisateur à respecter les acteurs en tant que partenaires créatifs. Aux yeux de Duvall, les performances dans ces films, en particulier l'interprétation maniaque de Jack Torrance par Jack Nicholson et le rôle sinistre d'Alex Delarge par Malcolm McDowell, étaient parmi les pires qu'il ait jamais vus dans des films importants. Pour beaucoup, ces performances sont emblématiques. Pour Duvall, ils étaient surchargés forcés et finalement creux produits, non pas de la collaboration, mais de la soumission. Ces remarques contrastent fortement avec la vénération publique dont Kubrick fait généralement l'objet. La plupart des acteurs, même ceux qui avaient vécu des expériences éprouvantes sous sa direction, s'exprimaient sur un ton de révérence, choisissant leurs mots avec soin. Shelley Duvall, par exemple, a décrit les conséquences psychologiques de son travail sur Shining, où elle a subi 127 prises pour une seule scène et un stress émotionnel constant. Bien qu'elle ait exprimé le traumatisme qu'elle a subi, elle s'est abstenue de condamner catégoriquement le processus de Kubrick. Robert Duvall, quant à lui, n'avait pas envie d'édulcorer son point de vue. Son franc-parler a tranché avec le mythe qui entoure Kubrick, le dépeignant non pas comme un génie incompris par des esprits moins avertis, mais comme un réalisateur qui se souciait peu du bien-être ou de la dignité des acteurs qui donnaient vie à ses films. Pour Duvall, le cœur du problème est le respect. Il pensait qu'un vrai grand réalisateur comprenait l'importance de la relation acteur-réalisateur, une relation fondée non pas sur la domination, mais sur la confiance mutuelle et la collaboration. Un réalisateur doit guider, et non écraser, inspirer, et non intimider. Selon Duvall, le recours de Kubrick à des prises excessives et à la pression émotionnelle constitue une trahison de cette relation sacrée. C'est impardonnable, a déclaré Duvall sans ambages. Pour lui, aucun plan, aucune performance, aucun chef-d'œuvre cinématographique ne valait les dommages psychologiques infligés aux personnes chargées de lui donner vie. Il convient de noter que Duvall lui-même n'était pas étranger aux grands réalisateurs.
Il avait travaillé avec certains des meilleurs Francis Ford Coppola, Robert Altman et Sidney Lumet, entre autres. Il savait ce que c'était que d'être mis au défi de manière créative, mais il savait aussi faire la différence entre être poussé à faire de son mieux et être manipulé ou dégradé. Cette distinction était essentielle à la philosophie de Duvall. Il respectait les réalisateurs qui le respectaient, qui considéraient le métier d'acteur comme un élément à part entière du processus de réalisation et non comme un outil qu'il fallait battre pour le soumettre. En exprimant ses critiques, Robert Duvall a rejoint une très courte liste d'acteurs éminents qui ont osé remettre en question l'héritage de Stanley Kubrick. Alors que la plupart des acteurs d'Hollywood semblaient ne pas vouloir ternir la légende du réalisateur, la franchise de Robert Duvall a offert un rare contrepoint à l'adulation habituelle. Ces remarques ont rappelé que derrière chaque chef-d'œuvre cinématographique se trouvent des êtres humains, des acteurs, des techniciens, des artistes, dont les expériences comptent tout autant que le produit final. Dans le cas de Kubrick-Duvall, pensait que le coût du génie était trop élevé. Henry Hathaway. La brillante carrière d'acteur de Robert Duvall s'étend sur plusieurs décennies et comprend certaines des interprétations les plus emblématiques du cinéma américain. Cependant, tous les projets n'ont pas apporté de bons souvenirs ou une synergie artistique. L'un des épisodes les plus controversés du début de la carrière de Duvall s'est produit sur le tournage du classique western de 1969, True Grit, où il s'est opposé amèrement au réalisateur du film, Henry Hathaway. Malgré le succès commercial et l'héritage durable du film en particulier, le rôle qui a finalement valu à John Wayne son Oscar, les souvenirs de Duvall concernant le tournage de True Grit restent assombris par des tensions professionnelles et des frustrations personnelles. Le conflit entre Duvall et Hathaway est rapidement devenu l'une des querelles de coulisses les plus médiatisées de l'époque. Hathaway, réalisateur chevronné connu pour son style brusque et autoritaire, n'avait guère de patience pour les acteurs qui contestaient son autorité ou remettaient en question ses méthodes. Robert Duvall, en revanche, était un acteur profondément enraciné dans son métier, attaché à la profondeur et à l'authenticité de ses personnages, et qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait lorsque quelque chose ne lui convenait pas. Les deux hommes représentaient un fossé générationnel et philosophique. Hathaway incarnait le cinéma rigide et directif de l'époque des studios, tandis que Duvall est issu de la vague montante d'acteurs formés à la méthode privilégiant la vérité interne et le réalisme émotionnel. Dès le début du tournage, leurs personnalités se sont opposées. Duvall a reconnu plus tard les frictions, déclarant sans détour dans des interviews « Le réalisateur et moi ne nous entendions pas. Je ne m'entends pas avec beaucoup de réalisateurs. » Il a laissé entendre que Hathaway n'était guère intéressé par le type de performance nuancée que Duvall essayait d'offrir. Au lieu d'une collaboration, il y a eu une confrontation. Duvall s'est senti micro-géré et étouffé, et Hathaway, pour sa part, a probablement perçu l'assurance de Duvall comme de l'insolence. Ce qui a commencé comme un désaccord professionnel s'est transformé en une hostilité ouverte au fur et à mesure que le tournage avançait. La situation s'est tellement envenimée qu'elle a commencé à affecter le moral des acteurs. L'un des incidents qui allait devenir légendaire concernait John Wayne, qui jouait le rôle désormais emblématique de Rooster Cogburn. Connu pour sa présence imposante à l'écran comme en dehors, Wayne n'était pas du genre à tolérer l'insubordination, surtout lorsqu'elle perturbait la production. Selon Duvall, la tension a atteint un point d'ébullition lorsque Wayne l'a finalement confronté. Frustré par les disputes en cours, Wayne aurait averti Duvall en termes très clairs. « Si tu n'arrêtes pas de te disputer avec Hathaway, je vais te donner un coup de poing. » Qu'il ait été dit sous le coup de la colère ou dans le but de rétablir l'ordre. Ce moment a marqué une limite claire entre les approches des deux acteurs sur le plateau. Duvall, bien que respecté pour son talent, s'est retrouvé seul à s'opposer à la direction dominatrice de Hathaway. Malgré cette animosité, Duvall ne s'est jamais lancé dans une attaque en règle contre Hathaway dans les années qui ont suivi. Il s'est abstenu d'insultes personnelles ou de critiques détaillées. Cependant, son refus de s'étendre sur le sujet en dit long. Lorsqu'il était interrogé sur Hathaway,
lors d'interviews ultérieures, Duvall donnait souvent des réponses énigmatiques telles que « nous ne parlerons pas de lui ». Ce rejet brutal prononcé sur un ton définitif laissait entrevoir des blessures plus profondes et une amertume non résolue. Il était clair que l'expérience avait laissé des traces. Une querelle que Duvall n'avait aucune envie de revoir. La querelle n'a fait qu'ajouter au mythe du film entrant dans l'histoire d'Hollywood. True Grit a finalement été un succès consolidant la place de Wayne dans l'histoire du cinéma et contribuant à initier une nouvelle génération de spectateurs au genre du western. Pourtant, pour Duvall, le film a représenté une épreuve créative plutôt qu'un chapitre triomphal. Il décrira plus tard cette expérience comme l'une des plus difficiles de sa carrière, non pas à cause du rôle lui-même, mais à cause des batailles constantes avec un réalisateur qui, selon lui, ne respectait pas l'apport et le processus des acteurs. Pour Duvall, le problème ne se limitait pas à Hathaway. Il s'agissait d'un problème systémique au sein de l'industrie. Dans plusieurs interviews, il a parlé franchement des difficultés à travailler avec des réalisateurs qui ne comprenaient pas les acteurs ou qui refusaient de les rencontrer à mi-chemin. « Je ne m'entends pas avec beaucoup de réalisateurs », a-t-il admis plus d'une fois. Ce n'était pas une vantardise, mais le reflet de sa conviction que la véritable collaboration était rare à Hollywood. Pour Duvall, un réalisateur doit créer un espace où les acteurs peuvent explorer leurs personnages et non se contenter d'aboyer des ordres ou d'imposer un contrôle rigide. Ces batailles avec Hathaway étaient emblématiques d'une lutte plus large pour protéger l'intégrité de son métier dans une industrie qui donne souvent la priorité à l'efficacité et à la hiérarchie plutôt qu'à l'art. Pourtant, la performance de Duvall dans True Grit témoigne de son professionnalisme. Malgré les conflits en coulisses, il a livré une interprétation solide et mémorable du hors-la-loi Ned Pepper, tenant son rang aux côtés de l'imposant John Wayne. Cela nous rappelle que même dans les environnements les plus difficiles, l'engagement de Duvall pour son rôle n'a jamais faibli. Il apportait de la profondeur et de l'intensité à chaque scène, quelles que soient ses frustrations derrière la caméra. Bruce Beresford. La réputation de Robert Duvall en tant qu'acteur aux principes farouches et au dévouement intense l'a souvent conduit à entrer en conflit avec des réalisateurs qui ne partageaient pas ou n'acceptaient pas son engagement inébranlable en faveur de l'authenticité. Si certains de ces affrontements ont été explosifs comme ceux avec Henry Hathaway ou ses critiques acerbes à l'égard de Stanley Kubrick, d'autres ont été plus discrets mais non moins révélateurs. L'un des exemples les plus significatifs s'est produit pendant le tournage de Tender Mercies en 1983, un rôle qui a valu à Duvall l'Oscar du meilleur acteur. Bien que le produit final ait été un triomphe critique, le processus créatif en coulisses a été marqué par des moments de réelle tension, en particulier entre Duvall et le réalisateur Bruce Beresford. Tender Mercies raconte l'histoire de Max Sledge, un chanteur de country déchu en quête de rédemption et de paix dans une petite ville du Texas. La retenue émotionnelle et la puissance discrète du film étaient ancrées dans la performance profondément intérieure de Duvall, que les critiques ont salué pour sa vulnérabilité et sa force tranquille. Pourtant, sous la surface de ce portrait émouvant, se cachait une lutte créative qui reflétait la conviction profonde de Duvall de protéger le cœur émotionnel d'un personnage à n'importe quel prix. Bruce Beresford, un cinéaste australien connu pour son attitude douce et sa direction réfléchie, n'était pas le genre de présence dominatrice avec laquelle Duvall s'était heurté dans le passé. Pourtant, même avec un réalisateur à la voix plus douce, le besoin de Duvall de participer à la création et de contrôler le film était resté aussi fort que jamais. Dès le départ, il a abordé Tender Mercies, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant que gardien de la vérité émotionnelle du film. Il croyait profondément au personnage de Max Sledge et se sentait personnellement responsable de la préservation de l'intégrité de cette représentation. Cet investissement profond signifiait que Duvall ne se contentait pas de donner des notes. Il insistait pour que des changements soient apportés, affirmait sa vision et parfois annulait les choix de Beresford en matière de réalisation.
Les rapports du plateau suggèrent que Duvall a fréquemment contesté Beresford sur des décisions créatives clés. Il ne s'agissait pas de désaccords superficiels sur le blocage ou l'interprétation des répliques, mais de conflits plus profonds sur le ton, le rythme et le cadrage émotionnel des scènes. Duvall était connu pour plaider en faveur de certains montages, et il aurait eu une influence significative sur la façon dont les scènes étaient mises en scène et tournées. Selon certains témoignages, l'implication de l'acteur a été proche de la coréalisation, bien qu'il n'ait jamais été officiellement crédité en tant que tel. Il y a également eu des moments de frustration palpable. Plus d'une fois, Duvall aurait quitté le plateau de tournage pour protester contre des choix qui, selon lui, portaient atteinte à l'authenticité de l'histoire ou de son personnage. Alors que Beresford n'était pas connu pour ses confrontations dramatiques, les tensions répétées avec Duvall ont pesé sur la production. Il ne s'agissait pas d'une rupture de communication, mais plutôt d'une lutte de pouvoir permanente entre un réalisateur qui essayait de diriger le film dans son ensemble et un acteur qui ne voulait pas faire de compromis sur ses convictions profondes. Pourtant, la tension entre Duvall et Beresford n'a jamais débouché sur une véritable animosité. Dans les interviews, Duvall a rarement parlé négativement du réalisateur, peut-être par respect pour le produit final ou parce que les désaccords étaient plus enracinés dans la passion créative que dans l'aversion personnelle. Beresford lui-même a reconnu plus tard les difficultés du travail avec Duvall, le décrivant comme très intense et profondément investi dans sa performance. Il a noté que si le processus pouvait être difficile, les résultats étaient indéniables. Duvall a livré une performance d'une rare profondeur émotionnelle qui a conféré au film une dignité tranquille et bien ancrée, contribuant à l'élever au rang de classique. La lutte dans les coulisses de Tender Mercies n'était pas une question d'ego ou de domination, c'était une question d'art. Le comportement de Duvall sur le plateau n'était pas motivé par la vanité, mais par une dévotion implacable pour le personnage qu'il incarnait. Pour lui, Max Sledge n'était pas seulement un rôle, c'était une vie qu'il devait habiter pleinement sans compromis. Il devait résister à toute décision de mise en scène qui risquait de diluer cette réalité. Cette résistance, bien que frustrante pour Beresford, a finalement contribué à façonner un film aussi émotionnel que sobre sur le plan artistique. La victoire de Duvall aux Oscars pour Tender Mercies a été un moment de justification non seulement pour sa performance, mais aussi pour sa protection farouche du métier d'acteur. Elle a souligné l'idée que parfois, les performances les plus puissantes ne sont pas le fruit d'une harmonie totale sur le plateau, mais de frictions créatives qui poussent toutes les personnes impliquées à se surpasser. Les batailles de Duvall ne consistaient pas à défier l'autorité pour le plaisir. Il s'agissait de défendre la vérité d'un personnage, l'âme d'une scène et le but de l'histoire. La tension Beresford-Duvall constitue un chapitre plus nuancé dans l'histoire des conflits entre Duvall et les réalisateurs. Contrairement à l'explosion de Henry Hathaway ou au mépris idéologique qu'il a exprimé à l'égard des méthodes de Stanley Kubrick, ces disputes avec Beresford étaient ancrées dans le respect mutuel, même si elles étaient éprouvantes sur le plan émotionnel. Elles révèlent le portrait d'un artiste qui ne voyait pas de frontières entre la performance et le principe, quelqu'un pour qui les enjeux de l'authenticité valaient toujours la peine d'être défendus, même au risque d'aliéner ses collaborateurs. Dans les années qui ont suivi Tender Mercies, le film est devenu une référence en matière de narration discrète avec la performance de Duvall au centre. Les luttes créatives qui ont marqué sa production sont aujourd'hui considérées rétrospectivement comme faisant partie du parcours du film des douleurs de croissance qui ont contribué à façonner sa force tranquille. Pour Duvall, cette expérience a renforcé une vérité fondamentale qu'il a portée tout au long de sa carrière, à savoir que le métier d'acteur, dans ce qu'il a de meilleur, est un métier sacré, et que pour le protéger, il faut parfois rester seul face à l'opposition, même si elle est exprimée avec douceur. Pauline Kael. Les critiques les plus acerbes de Robert Duvall n'ont pas toutes été adressées à des réalisateurs ou à des acteurs. Certains étaient dirigés contre les personnes qui observaient le film depuis les coulisses et portaient des jugements les critiques.
Parmi eux, un nom est ressorti comme une cible particulière de l'ire de Duval, celui de la légendaire critique de cinéma Pauline Kael. Bien que Pauline Kael soit largement considérée comme l'une des voix les plus influentes de la critique cinématographique du XXe siècle, Robert Duval n'a jamais oublié ni pardonné ce qu'il considérait comme son incapacité à comprendre la véritable essence de son métier. Lors d'une interview candide, en 2017, Duval n'a pas mâché ses mots. Avec des décennies de frustration rassemblées en une seule phrase, il l'a rejetée avec une simplicité brutale. C'était une fraude. Les racines du ressentiment de Duval à l'égard de Kael sont profondes. Il faut remonter à sa critique dédaigneuse de Tender Mercies 1983, le film qui a valu à Duval son premier et unique Oscar du meilleur acteur. Pour Duval, le rôle de Max Sledge, un chanteur de country délabré en quête de rédemption, était profondément personnel. Il s'agissait d'une performance subtile et retenue, dépourvue d'effets d'annonce, s'appuyant plutôt sur les vérités tranquilles de la vulnérabilité humaine. Pour beaucoup, il s'agissait d'une classe de maîtres en matière d'interprétation discrète, mais pour Kael, ce n'était pas suffisant. Sa critique de Tender Mercies a été particulièrement froide, voire carrément dédaigneuse. Elle critiquait le film pour son rythme lent et son manque de style, et son ton laissait entendre qu'elle trouvait la performance de Duval trop discrète pour être convaincante. Pour un acteur comme Duval, qui croyait profondément au pouvoir de la vérité émotionnelle interne et qui avait passé toute sa carrière à choisir l'authenticité plutôt que le tape à l'œil, les mots de Kael ont touché un point sensible. Il a perçu sa critique non seulement comme un affront au film, mais aussi comme un rejet de tout ce qu'il appréciait dans le métier d'acteur. Ce n'est pas seulement qu'elle n'aimait pas Tender Mercies, c'est qu'elle ne l'a pas compris. Et ça, pour Duval, c'était impardonnable. L'ensemble de l'œuvre de Kael ne fait qu'accentuer la désapprobation de Duval. Il s'est montré particulièrement critique à l'égard de son célèbre plaidoyer en faveur de Bonnie and Clyde Mill. 967, un film qu'elle a salué comme un tournant décisif dans le cinéma américain. Kael a loué son montage audacieux, sa violence stylisée et son énergie juvénile, des qualités que Duval considérait comme l'essence même de la superficialité. À ses yeux, Bonnie and Clyde représentait le genre de film à substance flashover que des critiques comme Kael ont accueilli avec enthousiasme, tout en rejetant les œuvres plus calmes et plus émotionnelles. Là où elle voyait une révolution, Duval voyait du bruit. Pour lui, Kael incarnait un critique qui privilégiait la provocation par rapport à la profondeur, l'intelligence par rapport à l'art. Elle faisait partie d'un mouvement, pensait-il, qui récompensait les réalisateurs et les interprètes, qui faisait sensation, même si cette sensation manquait de vérité émotionnelle. Elle ne comprenait pas les acteurs, disait-il, résumant son dédain par une phrase qui allait au-delà de Kael elle-même. Ce sentiment reflétait une frustration plus large à l'égard d'un establishment critique qui, selon Duval, avait trop souvent valorisé les artifices cinématographiques au détriment de l'âme de la performance. L'attaque de Duval contre Kael est particulièrement frappante de la part d'une personne connue pour son intensité tranquille. Il n'était pas une grande gueule hollywoodienne, ni un chercheur de publicité. Sa carrière s'est construite sur l'intégrité, la subtilité et la retenue sur des performances qui ont gagné le respect par la profondeur, plutôt que par l'esbrouf. Pourtant, lorsqu'il s'agit de Kael, il ne se retient pas. Cette honnêteté crue a révélé à quel point il prenait ses critiques à cœur. Pour Duval, le métier d'acteur n'est ni un jeu, ni une tendance. C'était un métier sacré. Et le fait d'être rejeté par quelqu'un qu'il considérait comme un faiseur de goût sans la compréhension nécessaire de ce métier a été ressenti comme une trahison non seulement à son égard, mais aussi à l'égard de toute la profession. Il convient de noter que Pauline Kael a longtemps divisé le monde du cinéma. Elle était vénérée pour son esprit et ses opinions tranchées, mais elle avait aussi de nombreux détracteurs, cinéastes, acteurs, et même collègues critiques qui estimaient que son pouvoir s'accompagnait d'une tendance à l'arrogance. Les commentaires de M. Duval font écho à ce sentiment. Il ne s'est pas contenté de critiquer ses critiques.
Il a remis en question son autorité à les fabriquer. En la traitant de fraudeuse, il ne s'attaquait pas à son goût. Il remettait en cause sa crédibilité. Malgré le caractère personnel de ses remarques, l'animosité de Duval à l'égard de K.L. était fondée sur des principes. Il ne reprochait pas aux critiques de ne pas aimer son travail. Ce qu'il ne pouvait pas supporter, c'était ce qu'il considérait comme une analyse superficielle, se faisant passer pour de la perspicacité. Pour lui, la critique a la responsabilité de s'engager dans l'âme d'un film, d'essayer de comprendre son intention et son noyau émotionnel. Il pensait que K.L. et les critiques comme elle n'avaient pas respecté cette norme. La relation de Duval avec la critique en général était compliquée. S'il évitait souvent de lire les critiques de son travail, il restait très conscient de la manière dont les récits critiques façonnaient la perception du public. Pour un acteur dont le meilleur travail réside souvent dans le silence et l'immobilité être incompris, est un risque professionnel constant. Mais lorsque les critiques manquaient leur cible, lorsqu'ils ne reconnaissaient pas la puissance et la retenue, c'était plus que frustrant. C'était une sorte d'effacement. À bien des égards, la critique de Duval à l'égard de K.L. s'inscrit dans une conversation plus large sur le fossé entre les créateurs et les critiques, entre ceux qui font et ceux qui jugent. Ces propos nous rappellent que même les critiques les plus célèbres ne sont pas à l'abri des préjugés et des angles morts qui accompagnent les goûts personnels. Ils soulignent également le poids émotionnel de la critique, en particulier pour les artistes qui mettent une partie d'eux-mêmes dans leur travail. L'héritage de Robert Duval est celui d'une intégrité artistique inébranlable. Il s'est battu pour la vérité émotionnelle de ses personnages, a résisté aux compromis en matière d'interprétation et ne s'est jamais excusé d'avoir tenu bon. Son rejet de Pauline K.L. n'était pas seulement une vendetta personnelle, c'était une affirmation de valeur. C'était la voix d'un acteur qui a passé sa vie à rechercher l'honnêteté à l'écran et à refuser que cette honnêteté soit rabaissée par ceux qui, selon lui, ne l'ont jamais vraiment comprise. Que pensez-vous des acteurs que Robert Duval déteste? Laissez-nous vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas de laisser un like, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous l'avez appréciée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.